Le joueur de flûte de Hameln. Juin de l'an 1284. Il y a bien des années, les gens de Hameln furent tourmentés par une multitude innombrable de rats qui venaient du nord, par troupes si épaisses que la terre en était toute noire, et qu'un charretier n'aurait pas osé faire traverser à ses chevaux un chemin où ces animaux défilaient. Tout était dévoré en moins de rien. Et dans une grange, c'était une moindre affaire pour ces rats de manger un tonneau de blé que c'est pour moi de boire un verre de ce bon vin. Souricières, ratières, pièges, poisons étaient inutiles. On avait fait venir de Bremen un bateau chargé de 1100 chats, mais rien n'y faisait. Pour 1000 qu'on en tuait, il en revenait 10 000, et plus affamés que les premiers. Bref, s'il n'était venu remède à ce fléau, pas un grain de blé ne fut resté dans Hameln, et tous les habitants seraient morts de faim. Voilà qu'un certain vendredi se présente devant le bourgmestre de la ville un grand homme, basané, sec, grands yeux, bouche fendue jusqu'aux oreilles, habillé d'un pourpoint rouge avec un chapeau pointu, de grandes culottes garnies de rubans, des bas gris et des souliers avec des rosettes couleur de feu. Il avait un petit sac de peau au côté. Il offrit au bourgmestre, moyennant 100 ducats, de délivrer la ville du fléau qui la désolait. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois y topèrent d'abord. Aussitôt, l'étranger tira de son sac une flûte de bronze et, s'étant planté sur la place du marché, devant l'église, mais en lui tournant le dos, il commença à jouer un air étrange et tel que jamais flûteur allemand n'en a joué. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers, de tous les trous de murs, de dessous les chevrons et les tuiles des toits, rats et souris par centaines, par milliers, accoururent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Weser. Et là, ayant tiré ses choses, il entra dans l'eau, suivi de tous les rats de Hameln, qui furent aussitôt noyés. Il n'en restait plus qu'un seul dans toute la ville. Le magicien, car c'en était un, demanda à un traînard qui n'était pas encore entré dans le Weser. Pourquoi Klaus, le rat blanc, n'était pas encore venu ? Seigneur, répondit le rat, il est si vieux qu'il ne peut plus marcher. Va donc le chercher toi-même, répondit le magicien. Et le rat de rebrousser chemin vers la ville, d'où il ne tarda pas à revenir avec un vieux gros rat blanc, si vieux qu'il ne pouvait pas se traîner. Les deux rats, le plus jeune tirant le vieux par la queue, entrèrent tous les deux dans le fleuve et se noyèrent comme leurs camarades. Ainsi la ville en fut purgée. Mais quand l'étranger se présenta à l'hôtel de ville pour toucher la récompense promise, le bourgmestre et les bourgeois, réfléchissant qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats, et s'imaginant qu'ils auraient bon marché d'un homme sans protecteur, n'eurent pas honte de lui offrir 10 ducats au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama. On le renvoya bien loin. Il menaça alors de se faire payer plus cher s'ils ne maintenaient leur marché au pied de la lettre. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace et le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant beau preneur de rats. Injure que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues jusqu'à la porte neuve. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur de pourpre, retroussé de façon toute bizarre. Il tira de son sac une flûte, bien différente de la première, et dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Ils le suivirent jusqu'à la montagne de Koppenberg, auprès d'une caverne qui est maintenant bouchée. Le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte. Il diminua peu à peu. Enfin, on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu. Et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles.
Notre conte est tiré du premier chapitre des Chroniques du règne de Charles IX, un roi qui régna au XVIe siècle en France. Ces chroniques sont un roman historique écrit par Prosper Mérimée et publié de façon anonyme en 1829. Par la suite, Mérimée deviendra pendant presque 26 ans inspecteur général des monuments historiques, et son œuvre est abondamment inspirée par l'histoire. Il publia d'abord ses nouvelles dans des revues avant de passer, en signant de son nom cette fois, à des romans plus ambitieux aujourd'hui oubliés. La nouvelle la plus célèbre de cet auteur, Carmen, publiée en 1845, a toutefois inspiré l'opéra de Georges Bizet en 1875 et dont chacun connaît quelques airs fameux. Notre conte, lui, est fort ancien. Il repose sur une légende du Moyen-Âge dont la première mention remonte à 1440 dans un ouvrage d'Heinrich von Herford. Plusieurs versions de cette légende verront ensuite le jour, sous la plume par exemple de Goethe qui en tira un poème, et surtout dans l'œuvre fantastique des frères Grimm en 1816. Il y eut par la suite des opéras, des symphonies, des chansons, des poèmes et enfin des films tirés de cette histoire. La cité de Hameln, en français Hamelin, existe bel et bien. Située en Basse-Saxe, au confluent de la Weser et de son affluent, la rivière Hamel, cette cité fondée au Moyen-Âge fut évidemment rendue célèbre dans le monde entier par notre légende. Il y aurait un fond de vérité à cette dernière. Une théorie crédible veut qu'au Moyen-Âge, afin de protéger les autres habitants, des enfants auraient été emmenés hors de la cité parce que contaminés par une maladie, la danse de Saint-Guy, une infection véritable du système nerveux qui provoque des mouvements involontaires, lesquels font songer à une danse. Une autre version indique que les 130 enfants de la légende seraient en réalité un contingent de jeunes colons partis au XIIIe siècle pour s'installer en Europe de l'Est. Il y eut à cette époque et en Allemagne de nombreux exodes de ce type et la date avancée de 1284 serait au bout du compte assez fiable. Le personnage du démon et l'envoûtement des enfants seraient dans tous les cas une personnification de la mort, car émigration ou maladie, les gens de Hameln n'eurent plus jamais de nouvelles de ces malheureux adolescents.